Cette semaine, avec Christian Page, nous discutons de l'affaire Amityville et les événements qui se sont déroulés entre 1974 et 1976. Également, le film The Conjuring, les dossiers Warren, mensonges, fraude, duperie, falsification de preuves. Nous en discutons avec Christian. Et finalement, nous faisons le tour de la question concernant le film Carrie ainsi que les poltergeists. Je suis avec mon bon ami Christian Page. Lui-même. Ça va bien? Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Et toi? Parfait, oui. Oui, bon, ben excellent. Dis-moi, est-ce que la lumière est correcte? Trop de lumière? Oui, oui, c'est super. C'est super. Parfait. Je te vois bien en dessous de ta soucoupe volante. OK, parfait. Christian, comment a été ton lancement de livre? Écoute, ça a été fou, hein, un peu partout, même si on a moins de plateformes, parce qu'il y a moins de talk show et tout le reste maintenant à la télé. Mais étant donné que je suis bien placé dans les médias, ça a été assez facile pour moi de faire un peu la tournée. Effectivement. Fait que je suis toujours là-dessus. Le livre est sorti, ça fait même pas encore une semaine, donc et les ventes semblent aller très, très bien, là, d'après ce que j'ai pu en juger. Les ventes sont parties un peu sur les chapeaux de roue. OK. Donc, on va se croiser les doigts que ça aille dans le même sens. Les commentaires que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que les gens sont tout aussi emballés avec le tome 2 qu'ils l'ont été avec le tome 1. Donc, ça, c'est faut-il le rappeler, c'est les tueurs de l'occulte. Oui, c'est ça. Et faut-il le rappeler que aussi tu sais, moi, faut se dire qu'une fois que tu en as écrit un, puis tu en écris un deuxième, c'est un peu comme faire une suite à un film. Est-ce que les gens vont être aussi intéressés maintenant qu'ils l'ont été à la sortie du premier tome? Et jusqu'à maintenant, ben, ça va plutôt bien. Les gens semblent un peu emballés. C'est amusant parce que dans le tome 2, j'ai introduit 2 crimes que j'avais éliminés dans le tome 1. Okay. Parce que je me disais, en fait, les 2 crimes étaient ceux de David Berkowitz, connu sous le nom de Son of Sam, qui a marqué notamment, qui a terrorisé New York au milieu des années 70. Et dans les années 80, il y a eu aussi Richard Ramirez, qu'on connaît sous le nom de The Night Stalker. Exactement. Et comme ce sont 2 crimes très célèbres, un peu comme l'affaire Charles Manson. Quand j'ai écrit le tome 1 des Tueurs de l'occulte, quand j'ai fait les séries télé, évidemment, on a fait un truc sur Ramirez, un truc sur Berkowitz, mais je ne les avais pas introduits dans le livre parce que je me disais que comme c'est des histoires qui sont super connues, je ne voulais pas être redondant, etc. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en lisant ou en voyant les différents documentaires qui ont été faits à la télé qui parlaient de ces crimes-là, je me suis aperçu que l'aspect occulte avait été très négligé. On dit, Berkowitz, c'est un type un peu bizarre, il croyait que le chien de son voisin, il parlait. Puis ça se limite un peu à ça. Là. Il disait que le chien du voisin était possédé par 16 sorcières, puis il parlait. Ouais, c'est un peu court, hein? C'est un peu comme Ramirez, c'est un peu la même chose. On dit, Ramirez, sur un site de crime, par exemple, il a laissé un pentagramme sur le mur. Puis c'est un type qui forçait les gens à dire « dis que j'adore Satan » ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus compliqué que ça. Là. Le concept occulte de Ramirez ou de Berkowitz était beaucoup plus enraciné que ce que les médias nous racontent. Fait que j'ai décidé de ressortir ça dans le tome 2. Et visiblement, les gens sont enchantés. Hein. Ils découvrent des aspects des crimes de Ramirez ou des crimes de Berkowitz qu'ils ne connaissaient pas. Fait que je suis très content. Je suis en santé, ça va bien. Bon, ben tant mieux. J'espère que les choses aillent bien. C'est des très bonnes nouvelles. Ouais. Et toi, j'ai vu que tu te préparais à repartir en tournage. Oui, ben, je suis en train de préparer une couple de séries de projets de films là, que je vais annoncer au cours des prochaines semaines, puis deux autres livres aussi. OK. Tu te lances dans l'écriture, tu te reprends l'écriture? Ben, c'est pas ma tasse de thé, là, mais disons que c'était des trucs que j'avais entamés il y a quelques années, que j'avais mis un peu de côté, puis que là, j'ai décidé de relancer parce que ça touche un petit peu à mon domaine là, au niveau
des mystères, des meurtres non résolus. Okay. Alors, j'ai décidé de les relancer. Puis d'ailleurs, il y a quelques trucs que je voudrais te parler, mais je vais en discuter avec toi prochainement. Au niveau des tournages, tu parles de films fiction ou documentaire? Bien, un peu des deux. Fiction, Okay. documentaire, là, fait que ça va être un mix format hybride un peu, là, comme on dit. Là, fait que c'est ça. Fait que je vais enchaîner une couple de projets de ce côté-là. Puis j'aimerais bien aller aussi de l'avant éventuellement. Le projet qu'on avait parlé ensemble. Oui, effectivement. Toi, là, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis je pense que ça ferait beaucoup plaisir, je pense, à beaucoup de gens qui te suivent, qui admirent un peu. Puis ton bilan aussi, parce que tu as un sacré bilan à faire. Puis là, rendu à ton âge vénérable, il y a peut-être beaucoup de choses à dire encore sur Christian. Pour ce qui est des lieux hantés, écoute, je connais un peu comme toi, là, ce qui a été, qui est un peu les grands classiques au Québec. Il y a eu l'asile de Sainte-Clotilde-Horton, le palais de justice, le vieil hôpital ou asile abandonné du lac Edward, quelque part dans Haute-Mauricie. Il y a quelques lieux à Montréal qui ont la réputation d'être hantés. Il y avait notamment le château Ramsay à Montréal. Ouais. Bon, j'ai visité. Toi, tu les as visités, tu es allé. Oui, j'ai visité tous ces lieux-là. J'ai même, dans certains cas, à Montréal aussi, tu as l'auberge Saint-Gabriel qui avait la réputation d'être hantée. La problématique de ces lieux-là, c'est que dans bien des cas, il est difficile d'avoir une documentation précise de ces lieux-là. Donc, on a et évidemment, si tu prends des édifices qui ont plusieurs siècles, tu vas toujours trouver des décès associés à ces lieux-là. On fait penser au 19e siècle, le taux de mortalité infantile à l'accouchement était de 20 %. Donc, tu vas toujours trouver des morts associées. Puis d'autant plus qu'au 19e siècle, dans bien des cas, les gens qui mouraient à la maison faisaient des veillées funéraires dans les maisons, ce qui ajoutait un peu à tout cet aspect un peu morbide. Et je pense que, si les amateurs qui font de la chasse aux fantômes sont un peu prompts à essayer de documenter des événements dramatiques et ils vont les associer à ces lieux-là comme étant une espèce de résonance d'événements passés qui se sont produits dans ces lieux-là. Bon, ça fait partie d'une vision très populaire et populiste. Au moment où on se parle, techniquement parlant, la science n'en est pas là. Je veux dire, la documentation de ça ne se fait pas de cette manière-là. Et jusqu'à maintenant, les histoires de maisons hantées, parce que quand on parle de hantise, on a comme 3 niveaux. D'abord, tu as la maison hantée elle-même, c'est donc le lieu qui est hanté. Ensuite de ça, tu as le phénomène dit de l'apparition. Donc, des gens qui voient des apparitions, pas forcément dans des maisons hantées. Ça peut être, par exemple, tu es chez toi, puis tu vas voir apparaître le fantôme de ta mère décédée, ou etc. Je ne veux pas dire que la maison chez toi est hantée, mais il y a une apparition. Et les apparitions, elles sont caractérisées par une forme que les gens sont en mesure d'identifier à un défunt. Puis ensuite, on a un troisième phénomène qu'on appelle l'esprit frappeur, le poltergeist, mais qui est, à mon avis, une mauvaise définition parce qu'actuellement, dans la recherche, on ne croit pas que le poltergeist soit lié à des entités décédées. On est plus dans l'univers un peu de la parapsychologie ou de la télékinésie, donc le pouvoir, l'action en fait de la pensée sur la matière. Puis je donne souvent comme exemple le film ou le roman Carrie de Stephen King, que ce soit l'original ou le remake. Lorsque l'on voit des objets qui se mettent en mouvement autour de Carrie, que ce soit dans le roman ou dans le film. Qui est un très bon film en passant. Oui, l'original. L'original, on s'entend. Celui de 1974, dans ces alentours-là, les années 70, avec Sissy Spacek qui incarnait Carrie White. Et quand les objets se mettent en mouvement autour d'elle, ce n'est pas des esprits qui se manifestent, c'est elle qui, de manière involontaire, au départ, elle apprend à mieux contrôler, mais au départ, on voit que lorsqu'elle est en colère, les objets se mettent, un cendrier se met à voler autour d'elle, etc. Donc, c'est elle qui inconsciemment provoque ces phénomènes, et ça, c'est l'hypothèse qui est surtout retenue par les parapsychologues. Donc, il y a, dans le cas des poltergeists, une personne qui involontairement déclenche ces phénomènes-là, qu'on appelle l'agent du poltergeist.
Mais cela étant dit, ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment l'interaction se produit. On aime bien utiliser par un raccourci le mot énergie psychique, mais de toi à moi, l'énergie psychique, ça, c'est comme les licornes. Hein? Ouais. Il n'y a pas moyen de prouver que ça existe. C'est un nom, une étiquette qu'on se donne parce que c'est plus facile que de mettre une forme X, une interaction X. On se dit, bah, c'est peut-être de l'énergie psychique. Mais bon, l'énergie psychique n'a pas une réalité scientifique. Quant au cas de phénomènes de hantise ou les maisons hantées, les apparitions de maisons hantées, dans ces cas-là, encore une fois, on n'a pas jamais démontré qu'il s'agissait de revenants. Et je te dirais que la science, au moment où on se parle en parapsychologie, la porte n'est pas fermée à une manifestation de l'au-delà. Mais on s'oriente davantage sur des réalités plus scientifiques. Hein. Est-ce que l'environnement pourrait jouer un rôle? Est-ce qu'on n'est pas, nous, un peu victimes de nos attentes? Il y a tout un aspect d'ordre psychologique, des questions d'ordre environnemental. Et il est possible qu'un faible pourcentage là-dedans soit des manifestations d'outre-tombe, mais pour l'instant, on n'a absolument rien qui va dans ce sens-là. Donc, si on veut visiter des lieux et tu crois aux revenants, bah, tu vas trouver 1000 raisons de croire que le bruit que tu as entendu dans le mur est davantage un coup d'un revenant qu'un rat qui se baladait entre les cloisons. Si tu entends un roucoulement au loin, tu peux penser que c'est une voix lointaine de l'au-delà, au lieu de croire que ce sont des pigeons qui vivent dans l'entretoit ou des trucs comme ça. Tu comprends? Tu vas toujours trouver des raisons de justifier ça. Mais bon, mis à part ces lieux-là, il y a une espèce d'aspect folklorique à dire « Ah, la vieille maison abandonnée, la vieille église abandonnée près d'un cimetière, elle doit être hantée. » Et là, les gens vont là, vivent des expériences cognitives qui pourraient s'expliquer de 1000 autres façons. Mais comme ils vivent des expériences cognitives, qu'ils croient aux fantômes, ben, ils vont vite les attribuer à des revenants. Donc, moi, ce qui me fascine, là, c'est la récupération qu'on a fait avec Amityville, par exemple, la maison. Là, parce que c'est un drame conjugal, ça. Pas conjugal, familial. Familial, oui, c'est ça, qui a viré au meurtre. Il a tué sa femme, ses enfants. Pas sa femme, il n'était pas marié. Hein? Ronald de DeFeo, ce qu'il a fait. Je ne connais pas toute l'histoire comme toi. Le 13 novembre 1974, ce que DeFeo va faire, il va abattre sa famille, en fait. Donc, il va abattre sa sœur et sa sœur. Lui, il est l'aîné des enfants. Hein? C'est une famille de 4 enfants, une famille italienne qui sont un peu des gens assez aisés. Hein, ils détiennent notamment des concessions d'automobiles, de vente automobile à Manhattan, surtout du côté maternel. Et ils flirtent un peu, c'est une famille italienne, ils flirtent un peu avec le monde interlope. Et puis, c'est une famille très dysfonctionnelle. À plusieurs reprises, les policiers ou des agents des services sociaux ont été impliqués parce qu'il y a beaucoup de violence verbale et physique dans les lieux. C'est une famille italienne qui a le sang chaud, là, et le père, Ronald de DeFeo Senior, est un individu assez violent. Hein, donc, il est le père, il est l'homme de la maison, puis il impose sa loi. Son fils aîné, Ronald Jr., c'est un toxicomane. Il y a eu de très nombreuses démêlés avec la justice pour vol, larcin, trafic il a été pris avec de la drogue, etc. C'est un voyou. Ayons pas peur des mots. C'est un voyou qui est bien connu des autorités. Et puis, ce soir du 13 novembre, pour 74, pour des raisons qui restent un peu mystérieuses, il va prendre une arme à feu, va abattre son père, sa mère, il va abattre ses deux frères et sa sœur, qui sont tous un peu plus jeunes que lui. Sa sœur, 1 an ou 2, et ses frères, quand même, 7-8 ans plus jeunes. Ses frères sont encore, c'est des préadolescents. Sa sœur, elle a 18 ans, lui en a 21, je crois, à ce moment-là. Et puis, ses 2 parents. Et il va se débarrasser. C'est pas tu connais l'expression, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, là, c'est un peu ça. Là. Je veux dire, Ronald DeFeo n'est pas très brillant. Là, après avoir commis le crime, il va prendre sa douche, il va mettre les objets ensanglantés, ses vêtements, l'arme et tout ça, il va mettre ça dans une tête d'oreiller qu'il va jeter dans un égout, il va se débarrasser de l'arme dans la rivière Amityville, parce que la maison, il faut le savoir, le 112 Ocean Avenue, c'est une maison
qui est construite et qui a un accès direct à la rivière Amityville. Hein. Donc, derrière la maison, il y a un long quai, il y a une remise à bateau et ça donne directement sur la rivière Amityville. Donc, Ronald, c'est une maison assez huppée là, quand même pour l'époque, et dans un quartier là, très résidentiel. Donc, il va se débarrasser de l'arme à feu en l'achetant dans la rivière Amityville. Les vêtements, tout ça, il va mettre ça dans une tête d'oreiller, jeter ça dans un égout. Et ce matin-là, il se rend, parce que lui, il travaille à faire l'aspect cosmétique des voitures chez le concessionnaire automobile qui appartient à la famille de sa mère. Donc, il se rend là, il fait son travail. Donc, on nettoie des voitures et il s'assure que durant la journée, on le voit bien téléphoner à la maison et il montre son étonnement. Il téléphone, puis il dit à des collègues de travail, tiens, c'est curieux, j'appelle à la maison et mes parents ne répondent pas. Pourtant, quand je suis parti, ils étaient là. Ma mère n'avait pas prévu de sortir, elle devrait être à la maison. Pourquoi ne répond-elle pas? Donc, il montre une espèce d'anxiété par rapport à ça. Lorsqu'il rentre à la maison, il fait le tour de la maison, et il dit qu'il a oublié ses clés, donc les portes sont verrouillées. Il se rend au bout de la rue où il y a un petit bistrot, un petit bar qui est là. Il rentre au bar. C'est un habitué du bar. Les gens le connaissent, c'est Ronnie. Donc, il rentre, hey, Ronnie. Et là, il dit, c'est curieux, est-ce que quelqu'un a vu mon père ou ma mère? C'est toujours cet aspect d'anxiété. Personne n'a rien vu. Alors, il dit à des amis, écoutez, je suis passé à la maison, la voiture est dans la cour, j'ai beau frapper, j'ai oublié mes clés, j'ai beau frapper à la porte, tout ça, personne ne répond. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Alors, les gens, il y a deux amis qui décident de l'accompagner jusqu'à la maison. On fait le tour de la résidence et finalement, on va briser une vitre, une porte arrière et on va entrer dans la maison. Et là, on va trouver les 6 corps. C'est ça, les 6 corps. C'est 2 frères, sa sœur, les 5 corps, en fait. Il y était 6 dans la maison. On va trouver les 5 corps et ils sont tous encore dans leur chambre à coucher, dans leur lit, dans leur chambre à coucher. Alors, évidemment, on appelle la police et là, on découvre l'hécatombe. Et Ronald, on commence à questionner Ronald sur ces événements-là. Et là, il raconte un peu les événements. Sauf que très rapidement, quand je dis qu'il n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, il dit « Ah, je suis parti vers à peu près 6 heures du matin. » Mais le médecin légiste va vite établir que tous les gens sont morts aux alentours de 4 heures du matin. Donc, c'est pas possible. Quand Ronald a quitté la maison pour se rendre au travail, tous les gens étaient déjà morts à ce moment-là. Alors là, Ronald, tu connais l'expression des policiers, si tu mens, tiens-toi-en tes mensonges. Hein? Ouais, Stick to your lie. C'est ce que Ronald ne fait pas. Donc, quand on le place devant le fait que quand il a quitté la maison, tous les gens devaient être morts, il commence à changer d'histoire. Ah oui, c'est vrai, il était mort, mais dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un qui est rentré dans la maison, il y avait 2 personnes, puis là, ils les ont abattus, je me suis caché. Puis là, il raconte une toute autre histoire pour essayer de justifier pourquoi les morts arrivent au moment où lui est toujours dans la maison. Et pourquoi va-t-il travailler? J'ai eu peur. Et là, on voit que c'est cousu de fil blanc, là, ça ne tient plus. Pourquoi, une fois les tueurs qui ont eu quitté la maison, pourquoi ne pas avoir appelé la police? Parce que là, il invente une nouvelle histoire. Ça devait être des gens du monde interlope, et si j'avais dénoncé comme étant un meurtre, j'aurais eu les gens du monde interlope sur mon dos. Bref, et très rapidement, il faut moins de 48 heures aux policiers pour accumuler suffisamment de preuves pour arrêter Ronald DeFeo. Il est jugé, condamné pour les meurtres. La raison première qui apparaît par le procureur, c'est un dénommé Sullivan qui est le procureur. Ce qui apparaît en premier temps sur cette histoire-là, c'est que Ronald DeFeo, dans un premier temps, avait beaucoup de problèmes avec son père. Hein? Il y avait eu plusieurs confrontations. Même à un moment donné, crois-le ou non, Ronald DeFeo avait pris sa carabine, un Marlin calibre 35, d'ailleurs l'arme qu'il va utiliser pour commettre les meurtres. Il va prendre la Marlin calibre 35, c'est ce qu'on appelle un bolt action, donc on a une culasse, puis on fait rentrer la balle dans la chambre. Il prend l'arme, la pointe vers son père, il fait jouer la culasse et appuie sur la détente. Et le coup ne part pas. Hein? L'arme s'est enrayée. Fait que là, évidemment, le père prend le canon et là, c'est la bagarre entre le père et le fils. Mais à ce moment-là, Ronald aurait abattu son père. Donc, on voit que le niveau de violence qui régnait chez les DeFeo. Durant le procès, on va faire valoir, évidemment, toute cette violence. Ronald était un individu qui était toujours intoxiqué. Il avait de nombreuses dettes de drogue. Et il y avait quelque part, la rumeur voulait que son père gardait à la maison une forte somme d'argent, quelque chose comme 20 000 $ dans une boîte
qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs. On ignore si Ronald a mis la main dessus ou non, mais bref, il y avait cette petite cassette à la maison qui aurait contenu quelque chose comme 20 000. Selon les sources, c'est entre 20 000, 2 000, 200 000. Bon, on choisit les chiffres qu'on veut. C'est comme un boulier à la loterie. Et donc, on n'a pas retrouvé cet argent-là. Mais une chose est certaine, Ronald devenait l'unique héritier de la famille. À partir du moment où ses frères et sœurs sont abattus, il devient l'unique héritier. Et c'est ce que va faire jouer Sullivan. La raison pour laquelle DeFeo a commis les crimes, c'est essentiellement pour des raisons financières. À ce moment-là, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de revenant, il n'y a rien du tout là-dedans. La suite est plus nébuleuse et je suis plus réservé. Je vais t'expliquer pourquoi. OK. Quand la maison va rester en vente, elle est reprise par les agences immobilières, la banque et tout le reste. C'est une maison, grosso modo, on est dans les années 70. Grosso modo, c'est une maison qui devait valoir à peu près 150 000 $. Évidemment, c'est une maison à 2 étages sur la rivière Abitibi. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle a été vendue tout récemment, puis son évaluation tourne autour du million de dollars. Donc, et rien à voir avec le crime ou non. L'évaluation immobilière situe la maison aux alentours d'1 million. Donc, à l'époque, c'est une maison qui valait peut-être 150 000 $. Et lorsque la maison est reprise par la banque, tout ça, elle est mise en vente. Et à cause, bien sûr, parce que tout Long Island est au courant de ce meurtre, ce familicide qui a eu lieu. Et là, la maison, évidemment, au lieu de la vendre 150 000 $, on la vend 80 000 $. C'est une aubaine. Donc, arrive une famille de New York. Lui est entrepreneur, un jeune entrepreneur qui s'appelle George Lutz. Il a d'ailleurs un associé. Il est remarié avec une femme qui a déjà 3 enfants d'une précédente union. Et ils ont décidé de s'installer un peu en banlieue du Grand Manhattan, Bronx et compagnie. Donc, Long Island, Amityville est tout à fait idéal pour élever une famille. Et cette maison qui vaut 150 000, qu'on vend 80 000 $, c'est une aubaine. Et lui, Georges Lutz, a justement l'intention d'acheter un bateau. Donc, quoi de mieux qu'une maison qui a un quai directement sur la rivière Amityville. Donc, il y a tous ces aspects-là qui font que c'est une bonne acquisition. Et là, tu ne crois pas trop aux histoires de... Ça ne le dérange pas que la maison ait été le théâtre d'un crime. Après tout, ce sont les gens qui font l'âme de la maison, pas les planches de bois. Là. Bon, c'est un peu la philosophie qui l'adopte. C'est là que ça devient plus nébuleux. C'est-à-dire que dans les mois qui vont suivre, par un concours de circonstances, George Lutz, la famille Lutz, vont rencontrer William Weber. Et William Weber, c'est l'avocat de Ronald DeFeo. C'est lui qui l'a défendu en cours. Et il essaie de trouver un moyen pour relancer le procès, demander un nouveau procès pour son client. Et là, ils vont arriver avec l'histoire. Et c'est là qu'il faut être très nuancé. Au moment où ça se fait, cette réunion-là se fait entre William Weber, ce n'est pas par hasard que Weber rencontre les Lutz. En fait, ça se fait parce que George Lutz et la famille Lutz ont déjà l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre dans leur maison. Ça ne veut pas dire que... Donc, ils n'ont pas tout inventé. Tu comprends l'idée, souvent, lorsqu'on entend les sceptiques parler, c'est ils ont tout inventé. C'est pas vrai, ça. Ils n'ont pas tout inventé. À partir du moment où les Lutz vont emménager dans la maison, les meurtres ont lieu le 13 novembre 1974. Les Lutz vont emménager dans la maison en décembre 1975. Donc, la maison est déjà vacante depuis à peu près 1 an, 13 mois, là, quand ils achètent la maison. Donc, on est à la mi-décembre à peu près lorsqu'ils vont emménager dans la maison. Dans les semaines qui vont suivre, à ce moment-là, on n'a jamais démontré, jusqu'à aujourd'hui, que les Lutz connaissaient William Weber. On n'a pas cette preuve-là. Elle peut toujours exister, mais on ne l'a pas. Pour l'instant, William Weber et les Lutz sont des personnes qui ne se connaissent pas. Quand les Lutz aménagent dans la maison, assez rapidement, pour des raisons fantasmées ou des raisons réelles, ils en viennent à conclure qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans la maison. Mais c'est très léger. Et est-ce que c'est la psychologie qui entre en jeu? Parce qu'ils sont quand même conscients qu'ils ont acheté une maison où il y a eu une série de meurtres.
Donc, ils ont l'impression qu'il y a une énergie négative dans la maison. De temps en temps, ils ont l'impression qu'il y a des entités. Hein, c'est très léger, là. J'ai l'impression qu'on me regarde, je suis mal à l'aise quand je vais au sous-sol. C'est vraiment là, du ressenti. Et à un moment donné, il y a 2 événements que j'ai pu documenter. À un moment donné, les Lutz, hein, on est à ce moment-là au tout début du mois de janvier 1976. Les Lutz se présentent à la bibliothèque municipale d'Amityville et ils vont parler avec des gens qui sont là, un des bibliothécaires qui par hasard va racheter la maison d'Amityville 20 ans plus tard, mais néanmoins, il parle avec le bibliothécaire et il lui pose la question, en dehors des meurtres, que sait-on de cette maison-là? Qui l'a construite? Comment elle a été construite? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont parlé de phénomènes étranges dans la maison? Ils ont déjà à ce moment-là une forme de préoccupation avec un aura de surnaturel autour de la maison. Mais encore une fois, là, on ne parle pas de lévitation puis de porte qui s'arrache. On parle vraiment d'un ressenti. Et on leur confirme que, mis à part l'assassinat de déférés, cette maison-là n'a jamais connu un historique d'étrange. Puis là, on a tout l'historique de qui a acheté la maison, qui l'a vendue à qui, et aucune de ces personnes-là ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit de surnaturel. Et puis, à un autre moment, quelques jours plus tard, George Lusk va se présenter à la police d'Amityville et il demande à la police si les policiers peuvent saisir ses armes. Et les policiers lui répondent que sans un mandat, ils ne peuvent pas faire ça. Il doit, lui, prendre ses armes, les amener au poste de police et les mettre un peu en storage. Mais pour faire ça, il lui faudrait également une évaluation psychologique, parce que c'est un peu ce qu'il dit aux policiers. Hein. Il dit des fois, je suis un peu troublé, puis j'entre dans des crises de violence. Donc, j'aimerais ça que vous saisissiez mes armes. Et les policiers lui font ces quelques recommandations et l'affaire s'arrête là. Donc, éventuellement, il va y avoir, puis là, c'est assez compliqué, là, mais éventuellement, il y a un pont qui va se faire entre les Lutz qui croient que leur maison est peut-être hantée et William Weber qui, lui, cherche une bonne occasion de relancer le procès de son client. Et là, autour d'une table, un soir, ils vont dire pourquoi ne pas inventer une histoire de fantôme. Et là, l'histoire de fantôme se met en place. Donc, lorsque Weber dira plus tard, l'histoire de la maison d'Amityville, on l'a inventée 100% autour d'une table en buvant des bouteilles de bière, c'est pas tout à fait la vérité. Les Lutz avaient déjà quelques impressions. Et d'ailleurs, on le voit assez bien. Hein? La première conférence de presse, parce qu'au début, tout ça se fait à vase clos, il y a une fuite. Mais la fuite, on suppose bien que c'est Weber qui l'a fait. Hein? Weber veut tellement relancer le procès de son client. Donc, il y a une fuite. Et là, des gens vont voir les Lutz, hein? Parce que la fuite dit apparemment, les nouveaux propriétaires de la maison vivraient des expériences étranges. Les journalistes s'en vont voir les Lutz et dans une conférence de presse, ils commencent à dire ouais, c'est très léger. Hein? Puis dans les premiers textes, hein, les premiers articles de presse sur Amityville, il n'est pas question de lévitation, de portes qui arrachent, de chats avec des yeux lumineux dans le. Rien de ça n'existe. Hein? On voit que Weber veut relancer hein, dans cette conférence de presse qui est commune entre William Weber et les Lutz. C'est surtout Weber qui parle et il dit qu'il veut relancer le procès de son client. Il est persuadé que peut-être Ronald a agi sous l'influence de forces maléfiques. Et là, il passe la parole aux Lutz qui, visiblement, sont un peu mal à l'aise dans cette conférence de presse. Hein. Ils se contentent de dire des fois, on a des sensations pas agréables, mais ça ne dépense pas ça. Et là, on voit dans les jours et les semaines qui suivent l'histoire qui se gonfle. À chaque fois, on injecte un peu de stéroïdes et là, à la fin, on est rendu à des portes de garage qui s'arrachent. Et là, on va découvrir éventuellement que des contrats de livres ont été passés sous le tapis. Weber veut relancer le procès de son client. Et donc là, l'histoire, évidemment, prend beaucoup de volume. Et c'est vrai que quand on la regarde comme ça, on a l'impression que tout est inventé. Je n'irai pas jusque-là, mais il n'y a aucun doute que 98% de la hantise d'Amityville
est inventée et elle a été inventée, concoctée par les Lutz et William Weber pour le procès de son client. D'ailleurs, le procès de son client, il faut quand même le dire, hein, Ronald DeFeo, lorsque il va y avoir le procès, il va lui-même, après coup, avouer qu'il n'a jamais entendu, parce que là, on raconte toutes sortes d'affaires. Ouais. Weber dit, mon client m'a dit qu'il avait entendu des voix, il avait vu une main gantée lui tendre l'arme. Bon, il y a une espèce de mythologie qui s'installe. Mais éventuellement, Ronald DeFeo n'aura pas de second procès. On va en rester au premier procès. Et à partir de là, Ronald DeFeo va reprendre le récit là où il l'a laissé, c'est-à-dire qu'il reconnaît que tout ça n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu de fantôme, il n'y a jamais rien eu à Amityville. Il détestait son père. Il reconnaît qu'au moment de commettre le crime, il était un peu dans un état de psychose, mais sûrement dû à la drogue et l'alcool qu'il avait consommé. Il dit, quand j'ai commencé à tirer, je n'étais plus capable de m'arrêter. Mais il exclut de son discours les démons, les esprits, tout le reste. D'ailleurs, jusqu'à sa mort, il est décédé il y a quelques années, Ronald DeFeo, en prison. Ouais. Il avait été condamné à 6 peines consécutives de 25 ans de prison, parce que dans l'État de New York, on n'avait pas la peine de mort, elle avait été abolie, et la prison à vie, c'était 25 ans. Donc, il est condamné à la prison à vie. Bon. En fait, non, excuse-moi, il y avait bel et bien 6 victimes. Il y avait 2 sœurs, 2 sœurs et 2 frères. Donc, on parle de 3 jeunes enfants, préadolescents, 2 garçons et une fille. Sa sœur Dawn, qui était plus âgée, qui avait 18 ans, lui en avait 21. Donc, on parle bel et bien de 6 victimes. Et donc, il était condamné à 6 peines consécutives de 25 ans de prison, ce qui veut donc dire 150 ans de prison, et il n'avait aucune possibilité de demander une libération conditionnelle avant 50 ou 60 ans. Donc, Ronald DeFeo est mort derrière les barreaux, et jusqu'à la fin, il l'a bien dit, il n'y avait qu'un démon à Amityville, et c'était lui. Donc ça, c'était clair. Évidemment, on aime bien les histoires fantastiques. C'est une histoire assez extraordinaire. Et il y a un gars qui est tombé là-dessus et qui a écrit un roman, j'imagine. Oui, d'ailleurs. Hollywood qui s'est emparé de ça. Oui, et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'au départ, il y a eu plusieurs. En fait, il y a eu minimalement, là, de mémoire, je pense, c'est une vingtaine de poursuites. Entre les différents intervenants. Donc, George Lutz a poursuivi William Weber. William Weber a poursuivi George Lutz. Lutz a poursuivi la maison d'édition. La maison d'édition a poursuivi William Weber. Okay. Donc, tout le monde, il y a eu une vingtaine de procès. William Weber a même poursuivi, pas William Weber, pardon, George Lutz a même poursuivi l'un de ses fils. Qui avait commencé à dire qu'il n'y avait pas de fantôme à Amityville. Alors, son père l'a poursuivi pour avoir brisé dans la loi américaine. Il y a l'infringement, on brise un secret professionnel, donc il l'a poursuivi pour ça. Mais bref. Attends une minute, Christian, excuse de t'interrompre, ça m'intéresse. C'est pourquoi il y a eu une poursuite contre la maison d'édition? Parce que là, je veux dire, ça tombait dans le domaine public. Oui, parce qu'au départ, il y avait eu une entente, les George Lutz et William Weber s'étaient entendus avec une maison d'édition pour écrire un livre sur la hantise d'Amityville. Et puis à un moment donné, l'autre, il disait, ouais, c'est pas vrai. Au départ, tout le monde était d'accord. Et puis à un moment donné, l'entente était William Weber allait toucher éventuellement 80% des royalties et les Lutz allaient toucher 20% des royalties. Et puis éventuellement, les Lutz se sont fait offrir une plus grosse part du gâteau par une autre maison d'édition. Donc, ils ont décidé de couper court et de passer à l'autre maison d'édition. Mais la première maison d'édition, elle a poursuivi pour bris de contrat à la fois George Lutz et elle a poursuivi William Weber. Donc, c'est une grosse histoire d'argent. Oui, voilà. Beaucoup de sous là-dedans. Et l'auteur, Jay Hansen, qui a écrit le livre La maison d'Amityville, l'histoire originale, pardon, lui-même a avoué qu'il n'avait jamais mis les pieds dans la maison, il n'avait jamais enquêté sur quoi que ce soit. Il raconte que lui, c'est un type, c'est une espèce de ghostwriter, un type qui écrit n'importe quoi. Grayton va le faire également avec Ed et Lorraine Warren. Oui, il va être chargé d'écrire.
contente de prendre la parole de ce qu'on lui Eux donne. aussi ont fait des livres là-dessus, les Warren? Ben, ils en ont beaucoup parlé d'Amityville, là, mais Ouais. je pensais à une autre histoire de hantise qui impliquait les Warren, qui était la hantise du Connecticut. C'est un dénommé Ray Grattan qui avait écrit l'ouvrage là-dessus, mais disons que Ray Grattan était un peu plus moraliste que Jay Hanson. Jay Hanson, lui, il s'en sacrait complètement. Puis il a avoué que finalement, il avait rencontré les Lutz et il a jasé avec eux. Il y a eu 2 ou 3 heures d'entretien. Eux ont raconté ce qui s'était passé dans la maison avec les portes qui volent, qui s'arrachent des gonds, etc. Il n'a jamais pris le temps de vérifier si c'était vrai ou non. Il s'est simplement contenté de leur récit. Il a brodé autour de ça. Puis il a écrit le livre Amityville, la maison du diable, qui est un énorme succès. Ben oui. Déjà, c'est plus de. Dans la première édition, c'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Donc, c'est beaucoup de sous. Là. Ça ne le dérangeait pas trop de ne pas avoir mis les pieds sur plage, de ne pas avoir enquêté ou d'avoir vérifié ce que les Lutz disaient. Il y avait des choses qui étaient assez faciles. À un moment donné, les Lutz racontent un moment qu'ils disent on est sorti dehors, puis là, la porte du garage avait été littéralement arrachée. Ça pendait littéralement sur ses gonds. On a fait venir la police. Et puis, à un autre moment donné, c'est la porte d'entrée de la maison qui s'est fait arracher, comme si quelqu'un, non pas avait essayé d'entrer dans la maison, mais était sorti de la maison. Et là, encore une fois, on a appelé la police. Pour avoir vérifié ces faits-là, les policiers ne se sont jamais rendus à Amityville. Les seules fois où les policiers se sont rendus à la maison des Féaux, c'est le soir des fameux meurtres, le lendemain des meurtres. Durant toute l'occupation des Lutz, jamais les policiers se sont rendus sur place. C'est facile à vérifier ça dans les rapports de police, ou même de parler aux policiers de l'époque. Mais bon, Jay Hanson... Toi, tu es allé, Christian. Oui, j'ai même passé une journée dans cette maison-là. Donc, il n'y avait aucun élément, Jay Hanson écrit son livre, puis il s'en fout complètement. L'idée, c'est le fric. Il a été payé par la maison d'édition pour écrire le bouquin, et ça fonctionne bien, puis ça a bien marché comme ça. Bon, éventuellement, l'affaire s'est écroulée parce que dès qu'on a commencé à enquêter, des gens qui ont décidé de pousser un peu plus loin se sont vite aperçus qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans qui tenait la route. Mais c'est pas grave, le fric était fait. Là. Le livre était vendu à des millions d'exemplaires. Il y avait De Laurentiis qui avait signé une entente avec la maison d'édition pour faire le film Amityville et avec une clause pour faire des suites. Et là, il y a eu les suites, Amityville 2, Amityville 3, Amityville, le remake, et on continue. Là, on fait beaucoup de kilométrage sur l'histoire d'Amityville. Bon, mais ça, c'est une histoire de fantômes pratiquement inventée de bout en bout. Là. À part quelques impressions légères des Lutz, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Oui, ben, c'est super intéressant. Puis, concernant le fameux film, ben, il y a eu 2 films là-dessus sur la conjuration. Tu pourrais-tu nous en parler quelques minutes? Ouais, la Conjuration 1, la Conjuration 2. Bon, il faut savoir que quand on parle des films La Conjuration, c'est une franchise. J'apporte toujours un segment un peu cinéma avec toi parce que je trouve ça super intéressant de tes connaissances avec le cinéma, parce que quand on voit ces films-là, on a tendance à y croire. Tu sais, en fait, la problématique de ces films ou séries. Et c'est parce que les gens ont tendance, si on fait un peu un recul dans l'histoire, il y a eu jusque dans les années 70, il y a plein de films qui ont été faits au cinéma, des films à caractère historique, bien sûr, mais aussi des films d'horreur. On a bien compris que Cléopâtre avec Elizabeth Taylor, c'était basé sur un véritable personnage. Bon, Cléopâtre, elle ne ressemblait pas à Elizabeth Taylor, c'est bien dommage. Mais pas plus que la dernière série Netflix qui était et qui a choqué aussi beaucoup les Égyptiens, parce que Cléopâtre, il faut quand même le savoir, elle est de la... je vais couper le téléphone ici. Là. Excuse-moi. Dans cette histoire-là des personnages historiques, il faut savoir que Cléopâtre était une Ptolémée, donc une grecque, donc
Écoute, c'est un mélange grec avec... Non, même pas. Hein, c'est vraiment une grecque, et crois-moi, elle avait la peau très, très blanche. Là. Donc, essayer de prendre une actrice, c'est vrai qu'il y a eu une génération, il y a eu une dynastie égyptienne qui était beaucoup plus noire, hein, qui venait d'Afrique, mais les dynasties se sont succédées. Puis dans le cas de Cléopâtre, personnage historique, ben, c'est une femme qui avait la peau blanche. Bon, donc ça, il n'y a pas de débat à faire. Parce que là, on est dans le mouvement un peu. Oui, c'est ça. Mais bon, il fallait faire ça. L'inclusivité, on a même fait ça aussi avec Anne Boleyn, l'épouse d'Henri VIII. Je crois pas que ça. Bon, on peut toujours débattre là, de l'utilité de faire ça, mais ça m'agace. Je comprends l'idée d'exclusivité, mais à un moment donné, on ne peut pas contourner l'histoire. Si demain matin, moi, je faisais. On réécrit l'histoire. Oui, voilà. Si demain matin, je décidais de faire une émission sur Martin Luther King ou de faire une émission sur Nelson Mandela et je prenais un comédien blanc. On va prendre Ben Affleck. Ben Affleck, évidemment, il y aurait un tollé. On dirait, ben là, c'est quoi ça? Ça n'a pas de bon sens. On réécrit l'histoire. Bon. Mais bref, dans le cas, dans les années 50 et 60, on a fait des films historiques, bien sûr, sur des personnages qu'on savait qui étaient de véritables personnages, mais on a fait aussi des films d'horreur qui étaient basés sur des histoires vraies. Mais on ne le mentionnait pas trop parce que Hollywood n'avait pas encore compris cet aspect du cinéma versus l'histoire vraie. Hein. Par exemple, le film L'Exorciste en 1973, n'eût été d'une indiscrétion, entre guillemets, de William Peter Blatty, on n'aurait pas su que ce film était basé sur une histoire vraie. Hein? C'est en parlant avec les journalistes que Blatty dit « Je n'ai pas entièrement inventé cette histoire-là, j'ai fréquenté l'université de Georgetown et il y a un jésuite qui me racontait connaître quelqu'un qui avait été impliqué dans un exorcisme. » Et c'est comme ça que l'histoire sort un peu. Mais à ce moment-là, jamais Hollywood ne va utiliser d'après une histoire vraie pour faire le film L'Exorciste. Ça apporte de la crédibilité d'une certaine façon, mais il y en a qui vont dire basé sur une histoire vraie qui n'est pas vraie. Oui, voilà. Et le problème, justement, avec Amityville, tout ça, Hollywood se rend compte à quel point cette notion-là d'après une histoire vraie devient importante pour le public. Et là, c'est une étiquette qu'on va mettre à peu près à tous les films qui sortent, d'après une histoire vraie, inspirée de faits réels. On va apporter de la crédibilité. Voilà, mais inspiré de faits réels ou d'après une histoire vraie, quelle est la part de vrai versus, je veux dire, moi, je peux faire un film puis dire basé sur une histoire vraie uniquement parce qu'il y a un gars qui marche sur le trottoir. Il y a déjà eu un gars qui a marché sur le trottoir. Ça, c'est la partie vraie du film. C'est bon. C'est du grand n'importe quoi. Et on le voit se multiplier. Et dans l'univers du paranormal, les gens les plus... Bon, essayons de peser nos mots, là, les gens les moins fiables, c'est certainement le couple Warren. Ce sont des gens qui étaient des fanatiques religieux, des gens qui voyaient le diable partout. Quand je parlais, moi, des Warren, je disais c'était un peu les Batman et Robin du surnaturel. Hein. Quand eux sortaient de la Warren Cave, c'est jamais pour aller combattre un petit esprit là, de seconde zone. Hein, quand ils sortaient, c'était toujours le diable avec le D majuscule, le grand Satan lui-même. Donc, là, ici, quand on a fait cette fameuse série, et là, la série des conjurations, c'est d'après les dossiers des Warren. Et les dossiers des Warren, faut le savoir, ça se limitait souvent à un post-it sur un dossier. Le rôle d'implication était très minimal. Donc, dans le cas de la conjuration, ça, c'est assez amusant parce que de la façon dont ça se passe, entre l'histoire vraie et l'histoire racontée, il y a toute une dynamique psychologique autour de ça. Écoute, on pourrait faire des séries là-dessus. Au départ, l'histoire de la conjuration, on prononce ça comme ça. La conjuration, on a donc une famille qui habite Providence, en Rhode Island, la famille Perron, qui décide d'acheter une maison de ferme. Donc, ils se retrouvent dans cette maison de ferme et assez rapidement, la mère est une femme qui est très portée sur l'ésotérisme, l'occultisme, c'est ce type d'histoire-là. Et comme son mari, il est vendeur itinérant, il est souvent sur la route. Et comme le mari est souvent sur la route, elle, la dame, reste seule avec ses filles qui sont en bas âge. Mais comme elle croit aux fantômes ou à l'ésotérisme, tout ça, elle se convainc elle-même qu'il y a des phénomènes étranges qui se passent dans la résidence.
Et quelque part, bien évidemment, c'est l'influence de la mère sur les enfants. Hein. As-tu entendu ce bruit-là? As-tu entendu ça? Et là, finalement, tout le monde en vient assez convaincu qu'il y a des phénomènes mystérieux qui se passent. Mais le père, Roger Perron, lui, quand il revient de ses voyages sur la route, puis que sa femme lui raconte cette histoire-là, ou ces histoires-là, parce que c'est plusieurs histoires, des petits éléments, des petites anecdotes qui se passent à la ferme. Elle lui raconte ça et elle lui dit, ben voilà, j'ai entendu ça, j'ai vu ci ou j'ai vu ça. Et à un moment donné, elle dit même qu'elle a vu un balai qui faisait le ménage seul dans le milieu de la maison. Moi, j'aurais été tenté de lui dire, invitez-la chez moi. J'ai une balayeuse à passer. Mais le père, lui, n'y croit pas trop à ces histoires-là. Alors, l'affaire reste là. Et éventuellement, et là, tu vas voir qu'on est très loin de la version du film. Hein. Éventuellement, cette histoire-là, on en parle dans les journaux de Providence. Ça fait un petit entrefilet dans les journaux. Ah, la ferme des Perron, parce que les filles Perron vont à l'école, elles en parlent à des amis. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent chez nous. Puis, un peu l'histoire, puis c'est tout petit. Hein, le Rhode Island, faut-il le rappeler, c'est le plus petit État des États-Unis. Et ça se limite à peu près à la ville de Providence. Donc, on en parle un peu. Et éventuellement, il y a un entrefilet qui raconte, bon, la ferme Perron, il y aurait des fantômes. Et c'est comme ça que contrairement à ce qu'on voit dans le film, hein, où les Perron paniqués décident d'appeler les Warren, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Warren sont en tournée, hein, ils habitent de mémoire, je crois, c'est-tu le Maine, non, le Connecticut que les Warren habitent. Et là, ils sont de passage, on est sur la côte est américaine. Eux, les Warren habitent Monroe au Connecticut et ils font le tour de la Nouvelle-Angleterre pour faire des conférences. Et alors qu'ils sont de passage à Providence, quelqu'un leur raconte cette histoire-là. Il paraît qu'il y a une ferme pas tellement loin d'ici qui est habitée par des Perron et qui aurait des phénomènes mystérieux. Et les Warren, toujours en quête d'un peu de publicité, écoute, se rendent directement chez les Perron, ils cognent à la porte et voilà, nous sommes les Warren, nous sommes des célèbres chasseurs de fantômes et de démons. Et là, les Perron, encore une fois, il faut le préciser, lorsque Roger Perron est à l'extérieur de la maison, l'âme de la maison, c'est la mère et ses filles. Et eux, comme la mère est déjà très embrigadée par des croyances ésotériques et mystiques, bien évidemment, elle accueille assez bien les Warren qui cognent à sa porte. On est des chasseurs de fantômes. Mon Dieu, c'est donc extraordinaire que vous veniez me voir. Et elle leur raconte leur histoire. Et les Warren vont retourner chez eux. Lorsque Roger Perron revient, il parle avec sa femme, elle leur dit qu'elle a rencontré les Warren. Lui n'est pas très enchanté de ça. Et il va y avoir une couple d'échanges téléphoniques entre les Warren et les Perron. Et toujours, M. Perron, lui, est complètement en désaccord avec ça. Et éventuellement, les Warren ne vont faire qu'une seule autre visite chez les Perron. C'est pour éventuellement, ils en sont venus à la conclusion, on ne sait pas trop comment, que Mme Perron était possédée par un esprit d'une certaine Bathsheba qui vivait dans le coin. On a besoin de l'exorciser, c'est un démon. Puis là, il y a toute une histoire qui accompagne ça. Bathsheba Sherman aurait assassiné ses enfants. Puis bon, une histoire épouvantable. Et les Warren arrivent sur place, et là, donc, M. Roger Perron est là, il y a les enfants, on décide de pratiquer ce fameux rituel d'exorcisme. On est autour de la table et déjà, la chose a mal commencé parce que il y a des caméras qui ont été comme apparemment, on les a débranchées ou un truc comme ça. Et là, on accuse les enfants Perron d'être intervenus dans le matériel des Warren et des quelques individus qui les accompagnent, qui sont des chasseurs de fantômes. Et là arrive cette fameuse séance d'exorcisme. On est autour de la table, tout le monde se tient la main. C'est une espèce de séance de spiritisme. Et Lorraine Warren, qui prétend être médium, là, évidemment, commence à incanter les esprits. Et là, le bon Dieu, elle a beaucoup le bon Dieu arrive rapidement hein, dans le discours des Warren, Jésus, sauve-nous, etc. Et à un moment donné, il y a Madame Perron qui se tient dans le mouvement, elle bascule sur sa chaise, elle se tient sur les deux pattes arrière de la chaise et la chaise glisse et elle tombe. Et au moment où, tout le monde se tient par la main, comme Madame Perron tombe, Monsieur Perron se lève pour aller secourir son épouse.
Et là, Ed Warren se lève à son tour et se met à crier « Non, vous ne pouvez pas briser le cercle, il ne faut pas faire ça. » Et là, Roger Perron dit « Sacrez-moi patience. » Ed Warren insiste et Roger Perron lui sacre un méchant coup de poing dans le visage. On ne voit pas ça dans le film. Boy, OK, ouais. Et là, Ed Warren est catapulté à l'autre bout de la cuisine. Pendant ce temps-là, Roger Perron récupère son épouse qui est un peu ébranlée. Lorraine Warren est complètement hystérique au milieu de la place. Ouais. Et finalement, Roger Perron lui dit, vous ramassez vos patentes, vos caméras, vos ci, vos ça, vous sacrez votre camp, puis je ne veux plus jamais vous revoir. Wow. Et ça finit comme ça. Hein. Les Warren remballent leur matériel, puis ils sacrent leur camp. Donc, toute l'histoire qu'on nous raconte dans le film, où ils sont presque à demeure chez les Perron, tout ça n'a jamais eu lieu. C'est complètement inventé. Intéressant. Et qu'est-ce qui est malheureux là-dedans, c'est que des recherches menées par des historiens locaux montrent que les Sherman, hein, parce que toute l'histoire de la hantise viendrait des Sherman, mais les Sherman, et en particulier Bathsheba Sherman, n'a jamais habité sur la ferme des Perron. Dans le film, on nous raconte qu'une enfant a été violée, assassinée par un homme de la ferme, alors que ça s'est passé dans le village voisin. Et ce qui est arrivé, Bathsheba Sherman a vécu un âge avancé. Ses enfants, elle a perdu des enfants à bas âge, mais il y en a un de ses enfants qui a vécu à un âge avancé aussi. Ils sont enterrés dans le cimetière, non pas, contrairement à ce qu'on disait dans le film, ils ont été enterrés en dehors du cimetière, en terre non consacrée, parce qu'ils s'adonnaient à des rituels sataniques, ce qui n'est pas du tout vrai. Et la ville a même dû intervenir parce que des gens se sont rendus sur place et ont endommagé la pierre tombale de Bathsheba Sherman. Ils ont trouvé la pierre tombale dans le cimetière, puis ils l'ont brisée. Donc aujourd'hui, si tu vas au cimetière de Providence, si tu vois la tombe de Bathsheba Sherman, tu vois, en fait, c'est pas à Providence, c'est à Morrisville, je crois que se trouve le cimetière. On voit que la pierre a été réparée, recimentée, puis on a mis une clôture autour pour empêcher les gens d'aller jusqu'à la pierre tombale. C'est fou. Bathsheba Sherman n'a rien à voir dans cette histoire-là. On a pris les Warren ont choisi quelqu'un comme ça, puis ils l'ont diabolisé, et soudainement, c'est devenu l'épouvantail qu'on exhibe dans le film, alors que tout ça, tous les éléments soi-disant surnaturels, diaboliques ou sataniques qu'on rapporte dans le film, non seulement ne se sont jamais produits, mais les quelques morts que l'on évoque ne se sont pas produites à la ferme des Perron, mais se sont produites ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment une histoire inventée de toutes pièces. Les Warren ont fait une ou deux visites, comme je l'ai mentionné, chez les Perron. L'une d'entre elles s'est terminée par les points. Bah, écoute, ça ne les a pas empêchés d'écrire un beau scénario pour nous faire un film avec ça. Ah, ben, j'adore ça, Christian. Vraiment, j'adore ça quand on arrive à démystifier des films comme ça. Ce qui m'étonne dans l'histoire des Perron, tu vois un peu, c'est le pouvoir de l'argent. Et le pouvoir de l'argent, c'est, on regarde quand l'histoire des Perron a été racontée au début, avant la sortie du film, avant le livre, puis tout ça, la conjuration, on avait les Perron qui s'étaient exprimés dans les médias, et notamment Roger Perron et les filles Perron. D'ailleurs, une des filles Perron, Andrea Perron, elle a écrit trois ouvrages, 3 livres à compte d'auteur qui s'appellent La Maison de la Lumière et La Maison de l'Obscurité, House of Light, House of Darkness, là, un truc comme ça. Et elle raconte cette histoire-là. Et à ce moment-là, elle donne très peu d'espace aux Warren. Hein. Elle raconte, oui, on a rencontré les Warren, oui, ils sont venus à la maison, je les considérais un peu comme des illuminés, puis mon père lui a donné une tape sa gueule, puis merci, bonsoir. Et tout à coup, après la médiatisation de cette histoire-là au cinéma, on voit les apparitions des Perron qui se transforment. Hein? C'est-à-dire qu'au début, les Perron disent « Ah, ben les Warren, on les a rencontrés 2 fois, puis ça s'est limité à ça. » Et là, tout d'un coup, dans des rencontres subséquentes ou des entrevues subséquentes, c'est finalement, les Warren, on les a vus 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Puis ils passent de petits escrocs à des sauveurs. Tu sais, on voit que les Perron se mettent à changer leur discours
probablement pour ne pas nuire au film, ne pas nuire à la publicité. Je ne peux pas le prouver, mais j'ai vaguement l'impression que la maison de production leur ont passé un petit chèque sous le tapis en leur disant gardez low profile, puis votre discours, essayez d'ajuster le narratif en fonction du film. Parce que tout ça devient une gigantesque machine. Ben oui, c'est une machine business. C'est encore pire dans La Conjuration 2. Hein. La Conjuration 2, c'est extraordinaire. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu le premier. C'est réussi là, comme film. Ce sont, il faut le dire, hein, les films La Conjuration, ce sont des bons films d'horreur. Hein. Si on veut regarder des bons films d'horreur, c'est des bons films d'horreur. Mais ça s'arrête là. Il faut cesser d'imaginer les Warren comme des super chasseurs de fantômes. C'est des petits escrocs à la petite semaine qui inventent des histoires pour vendre du papier. C'est ça, les Warren. Dans le cas de La Conjuration 2, ça, c'est encore plus incroyable. La Conjuration 2 est sous-titrée la hantise de Enfield, hein, le fantôme d'Enfield ou la hantise d'Enfield. Donc, la façon dont ça se passe, si on se remet dans le contexte, on est au milieu des années 70. Enfield est un quartier de Londres, un quartier populaire et travailliste, assez pauvre. Et on a une famille, les Hodgson, qui habitent une maison qu'on pourrait qualifier là, au niveau de l'architecture un peu style une maison de ville, tu vois, un peu le genre, qui est une propriété de location à loyer modique. On a Mme Hodgson qui vit là. Elle a 4 enfants de mémoire, 2 garçons et 2 filles. Et l'un de ces garçons, d'ailleurs, ne sera pas pratiquement présent durant les événements. Donc, elle emménage dans cette maison-là de Enfield. Et il y a... Et là, c'est bien avant l'affaire Warren. Là. Donc, ils aménagent là. On est de mémoire, on est en 1977. À ce moment-là, on est à l'été de 77. Donc, et là, il y a des phénomènes qui commencent à se produire. Hein, coups frappés dans les murs, des objets qui bougent. Et d'ailleurs, à un moment donné, Mme Hodgson va sortir de la maison un soir. Elle sort de la maison avec ses filles. Elle va chez les voisins pour dire qu'elle croit qu'il y a un individu qui est entré dans la maison. On fait venir les policiers. Et l'une des constables de la police de la Cité de Londres va être témoin en entrant chez les Hodgson. Elle va être témoin d'une chaise qui se déplace. Hein. Elle voit comme un mouvement d'une chaise dans le salon qui se déplace. Et elle va le noter dans son rapport. Elle dit ah, j'ai été témoin de ça, une chaise qui s'est déplacée de 60 cm alors que je regardais, etc. Et il n'y avait personne autour de la chaise. Donc, elle est elle-même... Bon, ça ne confirme pas qu'il y a des fantômes, mais on a un rapport de police qui montre bien qu'il y a eu à un moment donné des phénomènes qui semblaient apparemment d'ordre surnaturel. L'affaire va beaucoup faire parler dans les journaux. Hein, ça devient la maison hantée de Enfield. Et à ce moment-là, il y a en Angleterre un groupe de gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux et en fait qui est déjà assez ancienne, qui s'appelle la Society for Psychical Research, une organisation qui a été créée dans la deuxième moitié du 19e siècle, hein, c'est quand même ancien, pour enquêter sur les phénomènes paranormaux et ils appliquent la rigueur de la recherche scientifique, la méthode scientifique pour documenter ces phénomènes-là. Même si, bien sûr, parmi leurs membres, il y a des gens qui croient aux revenants, aux fantômes, etc. C'est à peu près impossible de ne pas tomber, malheureusement, dans ces travers-là. Mais bref, la Society for Psychical Research tente de bien faire les choses. Et donc, à un moment donné, lorsque ces phénomènes-là commencent à se produire, on commence à en parler dans le voisinage, éventuellement un journal de mémoire, je pense que c'est le Mirror, qui va se rendre sur place avec un photographe et un journaliste pour interroger les Hodgson, et ils vont être aussi témoins de phénomènes mystérieux. Un des phénomènes qui était récurrent, il y avait des petits objets, des petites briques Lego, par exemple, qui étaient lancées vers les visiteurs. Donc, on raconte ça. Et c'est finalement le journaliste, les gens du Mirror, je mets Mirror entre guillemets, c'est lui, le Sunday Times, mais bref, un journal de Londres. Okay. Ce sont eux qui vont prendre contact avec la Society for Psychical Research pour dire, ben voilà, il y a des trucs un peu étranges qui se passent à la maison. Et à ce moment-là, la Society ont décidé d'envoyer un de leurs enquêteurs, un type qui s'appelle Maurice Grosse. C'est un très mauvais choix. Pas parce que Maurice Grosse est un mauvais enquêteur, mais Maurice Grosse vit un deuil. Une de sa filles aînée est décédée depuis peu
Et il est un peu dans cet univers-là de est-ce qu'il peut y avoir une vie après la mort? Il se questionne comme un père. Est-ce que ma fille pourrait m'envoyer des signes de l'au-delà? Donc, il est réceptif à ce genre de trucs. Donc, Gross débarque chez les Oxen pour enquêter sur les phénomènes paranormaux. Il va être éventuellement rejoint par un vieux routier de la Society for Psychical Research qui s'appelle Guy Lyon Playfair, qui a déjà écrit des ouvrages sur les poltergeists. Et donc, ces gens-là vont être à demeure chez les Oxen pour enquêter sur ces phénomènes. Et ils vont produire un rapport qui est relativement positif. Ils disent, ben voilà, on croit que les phénomènes qui ont été observés sont authentiques. La maison des Oxen semble visiblement être le théâtre de phénomènes de type poltergeist, avec même un phénomène de possession, pas diabolique, mais de possession, parce qu'à un moment donné, une des filles Oxen se met à parler avec la voix d'un ancien locataire décédé. Tout ça semble tout à fait bien réel. Bon, et ils font un rapport assez positif par rapport à ça. Mais ça ne satisfait pas la Society for Psychical Research. Quand ils regardent ce document-là, il y a comme un comité de lecture. Plusieurs manifestent des doutes sérieux sur les phénomènes qui ont été rapportés et on note notamment que les mesures de contrôle n'étaient pas étanches. Et quand tu es en présence d'adolescents ou d'adolescentes, c'est espiègle un adolescent ou une adolescente. Donc, on se demande s'il n'y a pas eu volontairement, on n'a pas essayé de tromper. Donc, la Society for Psychical Research vont demander, parce que donc, les phénomènes vont s'arrêter quelque part à l'automne de 1977, débuter durant l'été, ils s'arrêtent à l'automne. Maurice Gross et Guy Lyon Playfair remettent leur rapport à la Society for Psychical Research. Au début de l'année suivante, on est en février ou en mars 1978, voilà que des nouveaux phénomènes se produisent chez les Oxen, alors qu'on croyait que l'affaire était arrêtée. La Society for Psychical Research se dit, tiens, voilà la bonne occasion de retourner sur place pour peut-être poursuivre l'enquête. Et ils vont charger 2 enquêteurs chevronnés, mais très sceptiques, qui vont se rendre sur place pour enquêter. Et très rapidement, ils vont surprendre les fillettes Oxen en train de falsifier des manifestations. Elles tordent des cuillères, elles tordent de la coutellerie. Quand on ne les regarde pas, elles lancent des objets sur les murs. Et lorsqu'elles sont prises à tricher, elles reconnaissent que les nouvelles manifestations, celles du printemps-hiver 1978, ce sont elles qui les ont toutes fabriquées. Wow. Mais elles soutiennent que les manifestations de l'été précédent, elles étaient authentiques. Mais tu comprends qu'on vient finalement de fragiliser l'histoire. Si elles ont truqué les manifestations de mars 1978, qu'est-ce qui nous prouve qu'elles n'ont pas truqué les manifestations du mois de septembre 1978? Exact. Donc, à partir de là, l'affaire s'écroule un peu d'elle-même. Même si plus tard, les filles Oxen vont continuer de jurer que les manifestations étaient bien réelles, il y a déjà un discrédit qui a été jeté sur l'histoire du poltergeist Stanfield. Qui plus est, des photographies qui avaient été présentées comme étant authentiques, les photos que je pense tous les gens qui se sont intéressés à l'affaire Enfield ont vu, où on voit l'une des fillettes Enfield qui bondit en l'air, qui semble flotter dans l'air, comme si elle avait été lancée dans les airs. Les lois de la physique nous montrent que la façon dont sa jaquette, sa petite robe de nuit est placée, c'est l'effet d'un rebond. Donc, elle sautait sur son lit et la caméra qui avait été placée par les gens de la Society for Psychical Research l'ont photographiée alors qu'elle grimpait en l'air, mais c'était le résultat d'un bond dans son lit. Et ce n'est pas parce qu'un esprit l'avait lancé. Ça, c'est l'histoire du poltergeist d'Enfield qui aujourd'hui a été très discrédité à cause des aveux, en fait, du fait que les filles de Oxen ont été prises à tricher. Où arrivent les Warren là-dedans? Les Warren arrivent dans la première période, donc la période 1977.
L'histoire du poltergeist d'Enfield a fait la manchette dans les journaux britanniques, surtout les journaux londoniens. Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair sont à résidence pratiquement chez les Hodgson. Hein, ils se passent chacun, ils font chacun des veilles. Et un après-midi, et là je te cite pratiquement textuellement ce que Guy Lyon Playfair a raconté. Il dit: un après-midi, ça frappe à la porte. J'ouvre et c'est le couple Warren qui sont là sur le seuil de la porte. Okay. Et là, ils expliquent qu'ils sont de passage à Londres. Ils ont été invités par des groupes de chasseurs de fantômes. Ils sont à Londres pour donner une conférence sur les fantômes. Et on leur a parlé du poltergeist d'Enfield. Ils ont lu les articles dans les journaux. Et là, ils voulaient visiter les lieux. Alors, Guy Lyon Playfair raconte, il dit comme de collègue à collègue, hein, bon, je les ai laissés rentrer, je les ai expliqué que l'enquête qui était menée, qui était en cours par le Society for Psychical Research, et là, ils m'ont demandé à voir les filles, et derrière la maison, il y avait une balançoire, et les filles étaient à l'extérieur, les deux jeunes filles qui étaient des préadolescentes à ce moment-là, ils sont à l'extérieur. Et l'affaire se passe assez simplement. Lorraine Warren s'assoit à la balançoire. Tu peux imaginer la scène. Lorraine Warren s'assoit sur la balançoire et elle discute avec les filles Hodgson qui sont là, les deux préadolescents. Pendant ce temps-là, Ed Warren amène dans un coin du jardin Guy Lyon Playfair et il lui dit: écoute, si tu veux faire du fric avec cette histoire-là, t'as le bon gars. Mets-moi ça entre les mains, tu vas faire une fortune avec cette histoire-là. Playfair est si insulté de ça qu'il littéralement met les Warren à la porte pratiquement à coups de pied dans le derrière. La rencontre a duré 15 minutes. Ça s'est arrêté là. C'est la seule fois où les Warren n'ont jamais mis les pieds dans la maison de Enfield. Oh. Ça s'est arrêté là. Alors, quand on voit le film La Conjuration 2, et on voit les Warren à demeure qui sont chez les Hodgson, on joue de la guitare, Ed Warren chante même une chanson d'Elvis, je pense, c'est Canal Falling in Love. Mais c'est d'un ridicule, ça s'est jamais passé comme ça. Les Warren ont été 15 minutes dans cette maison-là. Ils se sont fait littéralement mettre à la porte par Guy Lyon Playfair. Et les filles Hodgson ne se rappellent pas avoir jamais parlé, parce que, évidemment, plus tardivement, dans un de leurs livres, les Warren racontent, on est allé à Enfield, ils sont un peu légers sur les détails, mais ils racontent, ils publient une entrevue qu'ils ont fait avec les filles Hodgson. Les filles Hodgson ne se rappellent jamais avoir donné la moindre entrevue. On croit que c'est peut-être des propos qui auraient été recueillis par Lorraine Warren à la balançoire, alors qu'elle parlait avec les filles Hodgson, et qu'on aurait brodé autour de ça pour en faire un véritable témoignage. Mais c'est de la foutaise, là. Ça n'a jamais existé. Là. C'est vraiment incroyable. J'adore ça, là, vraiment, Christian, parce que, écoute, je vais parler d'un truc tantôt quand on va terminer. Là, tu me diras ce que tu en penses. On va terminer l'entrevue. Par contre, moi, un de mes films favoris, là, je l'écoute quand même assez régulièrement. Ben, pas régulièrement. La dernière fois que je l'ai regardé, c'est pendant le confinement. C'est le fameux Shining. Ouais. Shining de Stanley Kubrick. Je trouve ce film-là vraiment super. Là. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Là. Je sais que l'Overlook Hotel n'existe pas parce que c'est le nom d'un autre hôtel là, qui existe. Je pense je ne sais pas si tu vas pouvoir me dire l'endroit. Là, je me souviens plus. Dans les montagnes. L'hôtel Stanley, je crois. Oui, ça se peut. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que c'est une pure invention ou c'est basé sur quelque chose? Là? Bon. Parce que ça avait été construit supposément sur un cimetière indien. Ça vient de Stephen King. C'est le roman de Stephen King. Ça, d'ailleurs, il faut faire attention parce que, encore une fois, quand le roman Shining de Stephen King n'est pas présenté comme une histoire vraie, il faut bien le situer, c'est une fiction. C'est vrai que
Un grand hôtel comme le Stanley Hotel a la réputation d'avoir des chambres hantées, mais tous les grands hôtels ont ce genre de réputation, là. C'est ça, Même, hein. même ici à Québec, par exemple, le Château Frontenac, dans la Oui, basse ville, a la oui, c'est vrai. réputation d'avoir des chambres hantées, là, hein. Euh, Ah oui, des, c'est vrai, c'est vrai. des employés me disaient qu'il y a une chambre qu'ils appellent la chambre oui, hein, la chambre du oui, parce que souvent, les femmes de chambre ont cogné à la porte et Il disait oui. ils entendaient «oui» dans la chambre et là, ils entraient, OK. il n'y avait personne dans la chambre, tu sais? Et donc ça, Hmm. c'est une histoire d'une femme des femmes de chambre du château Frontenac qui m'a été racontée à quelques reprises. Donc que le Stanley Hotel ait eu des chambres, Hmm. ou des histoires de fantômes associées à l'hôtel, c'est en soi rien de très mystérieux. Hmm. Mais tout ce que l'on voit dans le film de Shining est bien sûr une pure invention. Il n'y a jamais eu ces fameuses Ouais, OK, jumelles et tout ouais, le c'est reste. ça, Ça, c'est c'est de ça. la pure invention, hein. Ouais, ouais. Et il faut quand même le souligner, le film n'est pas présenté non plus comme étant une histoire vraie, hein. Ouais, C'est c'est ça, plus exact. tardivement, des gens ont ajouté, on dit: «Ah ouais, mais le film, concerne l'hôtel Stanley, au Hmm. Colorado de mémoire Ben, et ouais, ben, c'est ça. C'est ça. et Non, cet hôtel-là a une réputation d'être hanté». ouais. Mais ça n'a rien à voir avec les événements décrits dans le roman de Stephen King. Non, c'est ça, parce que Stanley Kubrick a pris une autre tangente, là. Il a donné une autre version, là. Ouais, Il d'ailleurs, s'était basé sur. Mais Stephen King, je pense qu'il n'était pas trop content, là, à ouais, l'époque. voilà, Mais, c'est amusant ouais, parce que quand on regarde dans les films, ouais, qu'on dit adaptés d'un roman de Stephen ouais, King, ouais. l'un des meilleurs films, c'est The Shining, hein. Bon, C'est on a vrai, tendance hein? à dire l'un des meilleurs films, c'est Ben, The c'est le grand Shining. Stanley Kubrick, hein? Ouais, C'est quand même ouais, pas tu as tout à n'importe fait qui, raison. là. Et pourtant, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est un des films qui a fait le plus rager Stephen King parce qu'il trouve que Kubrick s'est beaucoup éloigné de la trame originale de Mais son il a roman. admis plus tard que c'était C'est un grand vraiment. film. Il C'est un reconnaît grand que c'est un film, une grand film, belle. mais Ouais, ouais. loin de la trame de son film quand même, tu sais. Ben, c'est important de le dire, ça, Christian, tu sais, parce que tantôt, on parlait des Warren, la Conjuration, Amityville, et là, Shining, de départager, là, ce qui est de la pure fiction, là, totalement inventée, puis des fois où on va se baser sur des faits réels, mais transformés. Ouais. On va Mais transformer ça, dans le on cas va. je te dirais que dans le cas de La Conjuration, dès qu'on parle des Warren, Ouais. il faut quand même se le dire, ce sont des charlatans et Garder une réserve là, par ouais, ouais, rapport à ça. absolument. Dès qu'on voit le mot Warren associé, là, il faut immédiatement se dire: «Hop, attention là, Mhm. on lève un drapeau là, c'est les Warren». Alors qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits sur des soi-disant histoires vraies et sur lesquelles, on a capitalisé sur l'histoire vraie, on s'était inspiré de faits réels et on est beaucoup plus proche de la réalité, hein, comme je pense par exemple à L'exorcisme d'Émilie Ouais. Ben Rose, oui, ben oui, ben, ce ben oui. film qui est basé sur l'histoire d'Annelise Michel. Ouais. Évidemment, on est ici dans l'univers de la fiction, mais on est Hmm. quand même assez proche de la Assez réalité, proche, hein. ouais, c'est On ça, a évidemment brodé parce qu'on n'est pas là pour faire un documentaire, on est là pour faire un effectivement. film de divertissement, mais on est On prend quand même certaines libertés, là. voilà, on On prend prend des certaines libertés. libertés. Ce film-là, quand on le regarde dans l'ensemble, on peut dire qu'il est assez proche de la réalité, de ce qui s'est passé, dans le cas d'Annelise Michel, tu sais. Mhm, mhm, OK. Bon, ben, merci beaucoup, Christian, pour tes Ça m'a fait lumières plaisir, j'aurais par voulu rapport à avoir ça. des Puis, notes là, pour être bien sûr de toutes les dates, les noms, tu mais, es une vraie je encyclopédie. fais référence à ma mémoire. Tu sais, Ouais, fait ouais, mais que c'est très généralement, elle est utile. C'est très utile. Fait que je te remercie. Là, je poursuis avec toi juste après terminer oui. notre entrevue. Et puis, ben merci. Puis je te dis à bientôt aux spectateurs. À bientôt. Merci.